Bonjour à tous et bienvenue sur Club Deal. Club Deal, c'est un podcast qui va vous aider, vous, investisseurs débutants ou confirmés, à développer votre stratégie d'investissement immobilier. Je m'appelle Loïc Audet, cofondateur d'ImmoCities. ImmoCities est une solution d'investissement locatif clé en main. Nous accompagnons depuis 2012 des milliers d'investisseurs dans toutes les étapes de leurs projets sur les plus grandes villes de France. À travers des discussions auprès d'experts et de témoignages d'investisseurs, je vous propose un véritable partage de savoir et d'expérience. Mindset, financement, recherche de biens rentables, travaux, ameublement et gestion locative n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous souhaitez rejoindre la communauté d'investisseurs ImmoCities et recevoir en priorité et gratuitement nos dernières opportunités, rendez-vous sur immocities, i2mocities.fr. Pour toute question en rapport avec l'investissement immobilier, je réponds sur les réseaux sociaux LinkedIn, mais surtout sur Instagram, Loïc-Audet. Avec plus de 258 milliards d'euros de nouveaux crédits immobiliers accordés en 2019, des taux historiquement bas et des durées d'emprunt qui s'allongent, les conditions d'obtention de financement semblent se durcir pour cette année 2020. Dans ces conditions, à quoi faut-il s'attendre ? Comment réussit-on à faire financer dans les meilleures conditions son projet locatif ? Quels sont les trucs et astuces qui plairont à coup sûr à votre banquier ? Pour nous aider à répondre à ces questions, je suis reçu par notre partenaire courtier Charlie Gostin de chez Artemis Courtage. Salut Charlie. Eh ben écoute, enchanté Loïc. Mais on se connaît déjà. Ouais, c'est ça, exactement. Charlie, qui es-tu ? Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu ? Alors, donc moi je m'appelle Charlie Gostin, j'ai 31 ans, je travaille chez Artemis Courtage, donc qui est un courtier en prêt immobilier. Voilà un peu pour ma situation actuelle. Et voilà, et puis je te connais déjà depuis un certain moment, toi Loïc. Bah oui, effectivement. Du coup, nous on se connaît bien, mais est-ce que tu peux me parler un peu plus de toi, ton perso, ton parcours, un peu ton CV aussi ? Alors écoute, mon CV, j'ai envie de te dire que j'ai commencé par faire une école de commerce, vois-tu, où j'ai fait une spécialité qui s'appelle AEC, qui est audit et expertise comptable. D'accord. Voilà, donc j'ai baigné dans les chiffres depuis le début. Mais voilà, moi, il y a un truc qui m'a pas branché. J'ai bossé dans plusieurs cabinets, notamment le cabinet qui s'appelle Mazars. Ça me correspondait pas du tout, tu vois, l'ambiance... vraiment très carré. Voilà, on avait des missions à signer. Tu pouvais pas vraiment sortir du cadre. Donc en fait, j'ai tout quitté. Je suis parti à l'étranger. Je suis parti au Canada, à Toronto. T'as pété un plomb ? Le ou principal... c'était réfléchi ou c'est... C'était une envie de liberté, une envie d'ailleurs, tu vois, de sortir de ta zone de confort. On est un peu se confronter à l'hiver canadien. Donc, pourquoi pas ? C'est bien. Du coup, t'as amélioré un peu ton anglais aussi ? Donc, j'ai amélioré mon anglais. Hein. J'ai toujours gardé le French accent. Hein, mais non, j'ai... Apparemment, ça fait craquer les filles. ça a été bénéfique là-bas sur place. Ouais. Mais non, c'était une super expérience. Donc, j'ai fait plein de petits boulots, plein de petits jobs. Honnêtement, ce qui comptait surtout là-bas, explique-nous qu'est-ce que t'as fait comme petit job. C'est super intéressant. Alors, donc écoute, moi je suis arrivé sur place. Forcément, tu commences, t'as pas de contact, ton anglais est pas non plus génialissime. Tu vends une école de commerce qui est pas du tout connue sur place. T'étais dans quelle école d'ailleurs ? Et j'ai fait l'ESG. L'ESG. Voilà, qui est une école dans le 11e arrondissement. Et donc... tu sais que j'étais à l'ESG aussi ? Ah, t'as fait l'ESG également ? MBA à l'ESG et business. Et ça se trouve, on s'est croisés dans les locaux de l'école. Ah, peut-être, sans savoir. Il y a eu un truc, on s'est serré la main, mais je me suis dit aussi, la première fois que je t'ai vu, il y avait quelque chose dans le regard. Ah, c'est possible. Peut-être à la cantine, on a échangé un sandwich, un truc. Une partie de Babi. Ça me fait plaisir de voir sur ce podcast que, putain, on va peut-être se trouver des atomes crochus, je sais pas. Oui, bon...
Laissons le perso de côté sur ce point-là. Non, mais effectivement, j'ai fait le SG aussi. Et du coup, ça me fait plaisir de savoir aussi que le SG à l'étranger, zéro. À zéro. Aucune accroche, pas de. C'est ce qu'on m'avait vendu. Hein, tu viens avec ton MBA à ESG à l'étranger, c'est vachement valorisé. Ouais. Bah non. Et donc, et en plus, le MBA est censé être le point fort à l'étranger de l'ESG. Hein, mais non. Donc du coup, Charlie au Canada et avec diplôme de SG. Diplôme de SG, premier boulot, on peut se dire, il va arriver, il va nous sortir une grosse boîte dans la finance à Toronto. Et non, moi je suis parti directement bosser dans un hôtel. Donc voilà, on m'avait dit que les Français avaient la cote dans l'hôtellerie. Ouais. Donc j'ai commencé à travailler au Shangri-La à Toronto. Et tu vois, j'étais, comment on va dire ça, j'ai commencé par être valet parking. Donc tu sais, c'est les mecs qui vont garer les grosses bagnoles. Bon, t'as connu des bonnes caisses quand même. Donc je me suis régalé, j'ai rayé une ou deux Bentley parce que je suis quand même pas un gros conducteur. Donc voilà, mais ouais, j'ai fait. Donc voilà, après moi j'allais, tu vois, amener dans les chambres. Tu vois, j'ai travaillé pour le festival à Toronto. Il y a un festival de cinéma et il y a pas mal de mecs, d'acteurs qui sont justement dans cet hôtel-là. D'accord. Donc moi, j'étais dédié, j'étais ce qu'on appelle le runner. Donc tu vois, il y avait telle star qui voulait, ils peuvent te demander tout et n'importe quoi, hein, mais il fallait aller lui trouver. Donc ça va de j'ai envie d'une crème massante à une bouteille de tel champagne. Donc voilà, c'était assez fun. Bah oui, c'est intéressant. T'as croisé qui? Écoute, j'ai croisé qui alors déjà dans les Français, j'ai croisé Louise Bourgoin. Voilà. D'accord. Très sympa. T'as été lui chercher quoi? Et j'ai rien été lui chercher malheureusement, mais j'étais prêt. Hein. Moi, j'avais mes baskets, j'étais prêt à courir aux quatre coins de la ville. Non, j'ai oublié le nom de ce mec-là. Tu sais qu'il y a les deux qui jouent je sais pas si c'est les Marvel ou. Il est bien connu là. Il a une espèce de patte où il met des griffures. Comment s'appelle ce super-héros? Qui est une star, hein, là-bas. Bah, il joue dans les X-Men. X-Men, ouais. C'est la star des X-Men. Ouais, j'ai oublié son nom, mais oui, effectivement. Donc tu vois, c'est vraiment de la star parce qu'on se souvient plus de leur. Ouais, on se souvient plus de nom, mais c'est pas grave, mais il fait des belles choses, on l'aime bien. Du coup, les stars de Toronto, tu t'as fait quoi comme autre boulot? Après l'hôtellerie, après être runner? Donc après l'hôtellerie, après être runner, j'ai fait même des questionnaires, tu sais, j'allais dans la rue pour questionner les gens, des enquêtes de satisfaction. Ouais. Donc voilà, très 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 pénible. Hein. Il faut savoir que dans la neige, au bout d'une semaine, c'est toi-même qui les remplis tout seul, hein, les questionnaires de satisfaction, parce que ça devenait un peu long. Oui, j'imagine. En plus, tu devais pas être très positif. Donc ouais, j'ai fait voilà, j'ai bossé dans un bar aussi à un moment, donc ça permettait de rencontrer des gens. Ouais. Voilà, il y avait un club qui était lié au Shangri-La, un espèce de club privé. Ouais. Donc moi j'ai été barman là-bas, ce qui m'a permis de faire de belles rencontres. Okay. Donc voilà, non, c'était assez palpitant quoi. Pendant un an, j'ai bien rigolé, j'ai fait plein de choses différentes. Bon, ben c'est une bonne expérience. Et du coup, après retour sur Paris. Donc après retour sur Paris, retour aux choses sérieuses. Et sur Paris, j'ai commencé à bosser pour une boîte qui s'occupe de faire des achats à l'étranger et donc notamment sur Londres, des achats de textiles. D'accord. Donc, je négociais toute la journée avec donc sur place le textile. Moi, j'avais une grosse filière indienne. D'accord. Donc, les négociations étaient pas évidentes. Hein. Qui c'est qui paye le transport? C'était vraiment on négociait point par point, quoi. Voilà. D'accord, oui, effectivement. On a déjà connu beaucoup de choses avant d'arriver au courtage. Et du coup, ce saut entre ces différentes activités et le courtage, comment ça s'est passé? Tu as eu une formation complémentaire ou tu t'es lancé direct?
Eh ben écoute, je me suis lancé parce que moi bon, alors pour la petite anecdote, moi j'avais déjà postulé en fait pour cette société. C'était pas le début du courtage, mais en tout cas les courtiers étaient moins connus Ouais. que maintenant. Et donc je sais pas, au début, j'y croyais pas forcément, tu vois, pour te dire la vérité. Mhm. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment fonctionner? C'est pas quelque chose qui est réservé au UK, tu vois. Donc, j'avais laissé passer l'entretien. Et ce copain-là, donc, qui bosse d'ailleurs toujours là-bas, bah, on s'est vu évoluer. Et au bout d'un an, bah, on a comparé un petit peu voilà, ce que chacun faisait. Et j'ai vu que ça marchait bien, que c'était plutôt sympa, qu'il rencontrait plein de gens, plein de monde. Et donc, j'ai fait le virage en arrière et j'ai dit, ah bah non, moi aussi, c'est parti, je veux me lancer, quoi. Donc tu postules, tu es payé? Donc je repostule, je Tu repostules. reviens Mhm. dans la même boîte. Voilà, donc je suis pris, bien évidemment, et voilà, commence ma carrière de courtier. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le courtage? Pourquoi le courtage? Écoute, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait souvent, tu vois, je trouve qu'il y a des métiers qui te permettent de rencontrer plein de personnes. C'est le cas, par exemple, on va dire, du taxi, tu vois. Mhm. Il y a tout et n'importe qui rentre dans son taxi, il voit un peu toutes les strates sociales Oui, c'est françaises. vrai, c'est vrai. Bon, tu te souviens que j'avais rayé quand même de la De la Bentley, Bentley, donc je ouais, me non. suis dit, non, la voiture, ça va pas C'est fini? ça va pas le faire. Et moi, j'avais bien aimé cette idée d'apporter un service intermédiaire, d'apporter une compétence technique, tu vois, au client. Ouais. Et je savais que j'allais faire de belles rencontres, ce qui est le cas. Voilà, allier cette partie commerciale et technique dans un seul boulot. Voilà. Ok, donc t'as commencé en quelle année le courtage? Alors moi, Rappelle-moi. j'ai commencé il y a 5 ans le métier de courtier. Donc quand je suis arrivé, on va dire que ça avait déjà pris, hein, puisque ça fait quand même une bonne dizaine d'années maintenant que les courtiers sont bien en place sur le marché et sont répandus. Mhm. Mais moi, je suis arrivé en plein dans le boom, j'ai envie de te dire, du courtier, où maintenant, on voit que c'est plus de 50% des Parisiens qui, en tout cas, parce que Qui passent par un courtier passent plutôt par un que courtier, ouais. leur banque traditionnelle classique. Exactement, ouais. Ton aventure chez Artemis, du coup, commence quand? Et donc l'aventure commence il y a 5 ans chez Artemis. Donc moi j'étais, alors j'ai fait, tu sais il y a plein d'agences parisiennes, donc moi j'ai toujours été sur Paris, je voulais rester sur Paris. Ouais. Et d'ailleurs l'aventure commence avec notre rencontre, j'ai envie de dire, parce que tu étais un des premiers, maintenant je peux te le dire, Mhm. tu es un des premiers avec qui Les petits secrets de Charlie. que j'ai voilà, on a commencé à se rencontrer et à bosser ensemble. Et voilà, et un bon feeling dès le départ, et voilà, et qu'à continuer. Bon, écoute, en plus, on parlera de l'investissement locatif et surtout de la façon de les financer. Juste pour qu'on comprenne bien Artemis Courtage, en quelques mots, VS un autre concurrent, quel est l'avantage concurrentiel d'Artemis Courtage? Donc écoute, Artemis Courtage maintenant ça fait partie des gros courtiers, hein, sur la place du marché. Je Hmm. peux même être fier de dire que quand je suis arrivé, c'était pas le cas, hein. On était on n'était même pas dans le top 10 des courtiers en Île-de-France. Maintenant, on est vraiment le numéro un en Île-de-France en termes de courtier. Voilà, après, c'est une boîte qui se structure toujours, qui est en train de grossir. Tu vois, il y a des grosses machines qui existent sur le marché. Mais Artemis Courtage a fait son trou. Donc, un en Île-de-France, et maintenant, ils sont en train un peu de s'agrandir partout dans la France. Vous avez sûrement vu un Artemis Courtage, en tout cas Ouais, c'est de plus en plus, dans les c'est de plus en grosses plus villes. développé. Ouais. Tu te souviens, maintenant, il y a un truc qui s'appelle Preto, là, qui a l'air en tout cas, faire beaucoup de bruit. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, on va dire, c'est une autre façon de travailler. Maintenant, il y a plein de courtiers aussi qui émergent sur le marché. C'est intéressant de voir comment chacun travaille. En fait, il y a plusieurs typologies de courtiers, j'ai Hmm. envie de te dire. Et puis après, il y a différents qui vont à différents styles de clients. Donc, tu vois, par exemple, Preto, c'est un courtier. Alors, je ne connais pas dans les détails, mais je crois Non, que mais c'est. peut-être, ouais, effectivement, mais je pense qu'au niveau de
de la clientèle, on n'est pas du tout sur le même, en tout cas, on n'est pas sur le même service. J'ai l'impression que Preto, bon, effectivement, c'est assez simple d'utilisation, mais ça manque vraiment d'humain et je pense que c'est un métier où tu as vraiment besoin d'être conseillé. Voilà, en fait, on résume souvent le métier de courtier à de la négociation de taux d'intérêt. C'est un peu le premier mot qui va sortir dans la bouche du client. Ouais. Et en fait, il y a plein de choses à regarder, il y a plein de critères, il y a plein de facteurs, les facteurs de durée, d'apport, d'être conseillé sur le montage en fait global. Et parfois, faire une simple demande pour avoir un retour de taux, ça ne va pas correspondre à tous les acheteurs. Donc en fait, la différence principale, c'est la façon de présenter un dossier, d'accueillir un client et de faire le suivi. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut sur le courtier, quelqu'un qui est extrêmement motivé, qui a du temps devant lui, qui a le temps d'aller faire des rendez-vous bancaires, de se renseigner, très honnêtement, il pourrait faire exactement le même métier que le courtier. C'est juste que le courtier, c'est en fait un intermédiaire, quoi. Bah voilà, c'est lui qui gère tout. Toi, tu lui exposes tes demandes et lui, il fait en sorte de trouver un produit qui correspond à ta demande. Voilà. Ok, bon, bah c'est assez clair. Charlie, en 2020, Ouais. il y a beaucoup de choses qui bougent dans le financement, les crédits, tout ça. On en parle beaucoup. Enfin, c'est le sujet du moment. Sans faire discussion de comptoir de café, il faut s'attendre à quoi en 2020? Que ça soit pour l'investissement, que ça soit pour l'ARP, que ça soit pour n'importe quoi. Globalement, il faut s'attendre à quoi? Alors, déjà sur 2020, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques ont quand même resserré les boulons. Il y a un organisme de garantie qui s'appelle Caution Crédit Logement, qui a, on va dire, donné des instructions. Voilà, il y a eu beaucoup de transactions sur les dernières années. Voilà, le crédit pèse sur l'ensemble des ménages français. Donc, il y a, on va dire, c'est pas des règles qui sont sorties, mais plutôt j'ai envie de dire des tendances, des conseils qui sont, de respecter au mieux les critères d'endettement, c'est-à-dire les fameux 33%. 33%, On doit ouais. être 33 endetté un tiers. voilà, c'est ça, à un tiers de tes revenus. Donc ça doit être respecté de plus en plus. Et puis il y a aussi un critère de durée. Tu sais, on faisait parfois des durées qui sont très longues sur la résidence principale. Ça 30 ans. Exactement, même aller jusqu'à 30 ans. Sur du locatif, c'est jusqu'à 25 ans. Bah voilà, il n'y a pas de procédure claire qui a été validée, mais en tout cas, on se doit de réduire au global les durées du crédit et de respecter au mieux les conditions d'endettement. Voilà. Tu me dis, par rapport à N-1, par rapport à l'exercice 2018-2019, tu penses être sur quelle volumétrie cette année de clients? Est-ce que tu penses en avoir plus? Est-ce que tu penses en avoir moins? Est-ce que tu le sens comment? Moi, je pense que le marché sera toujours aussi dynamique en 2020. On le voit, les conditions de taux restent extrêmement faibles. Aujourd'hui, c'est quoi les taux on va dire les taux moyens, personnes random, sur 15, 20, et à la rigueur 25 ans pour la RP, ouais. Donc déjà, pour faire simple, il faut se dire qu'il y a 0,30 d'écart entre 20 et 25 ans, 0,20 entre 15 et 20. Si même après on le reverra plus tard, c'est pas ce qui prime sur du locatif. Mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que sur les conditions de taux, même une légère hausse, tu vois, des fois on parle de 0,20, 0,30, 0,40, ça ne changera pas la possibilité d'emprunter des ménages sur 2020. On est des taux qui sont historiquement au plus bas. Il faudrait des hausses incroyablement importantes pour vraiment changer l'état actuel du marché. On va repartir sur le même trend au niveau de toutes les banques. Par contre, il va falloir faire le job un peu mieux, c'est-à-dire que maintenant, on peut moins présenter des dossiers, si je peux me permettre, tu vois, à l'arrache, où avant, ça passait, c'était décidé par le directeur d'agence, au feeling. Parfois, ça peut arriver sur un comptable. Et moi, j'ai un copain, regarde, il a réussi à faire ça. Et parfois, on n'arrivait même pas à l'expliquer. On disait, c'est pas rationnellement, normalement, c'est pas possible. Voilà, il va y avoir un meilleur contrôle des banquiers. Ils sont en train de se structurer aussi un petit peu plus sur le courtier. Est-ce que toi déjà t'es plus drastique par rapport à l'année dernière?
Alors, nous, on l'a toujours été. C'est en fait ça qui va faire la plus-value du courtier. C'est-à-dire que malheureusement, les conditions vont se resserrer parce qu'on ne pourra plus, en tout cas, faire n'importe quoi sur le marché. Mais ce qui donnera une plus-value encore plus importante au courtier parce que du coup, le banquier qui va dire go sur tous les projets, qui ne va pas bien étudier un dossier en amont, là, c'est le boulot vraiment du coup du courtier. C'est à lui de se lancer et de donner ses recommandations en amont au client pour que l'achat se fasse dans les meilleures conditions possibles. Bon, écoute, ça a le mérite d'être clair. On va se pencher sur la question qui est, je pense, attendue et la plus importante, c'est quel est le profil idéal d'un investisseur pour investir dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec un maximum de sécurité, c'est-à-dire pas dépasser les 33%, qui puisse quand même emprunter au maximum. Donc on va parler du 100%, du 110%, enfin ça n'existe plus trop, mais on va en parler. Donc le profil type de l'investisseur idéal qui vient de voir, qui a un projet. Déjà, on va partir du principe que la personne n'a pas encore de projet prédéfini, elle n'a pas d'appartement, elle vient à sec, c'est-à-dire sans rien. Locataire. Juste l'information, savoir quelle est sa capacité d'endettement. Donc déjà, le profil idéal de cette personne-là. Alors là, je vais vraiment partir de loin, c'est-à-dire te dire vraiment, je me mets à la place du banquier, je te donne le profil, mais vraiment parfait pour le banquier. Donc évidemment, ça correspond pas à tous les investisseurs, mais là, on se met du point de vue du banquier. Ouais, qu'est-ce qu'il recherche le banquier? Comme ça, il faut essayer d'avoir la situation qui correspond le mieux. Donc le banquier, la base, c'est que, donc là, je parle pour l'investissement locatif. Locatif, ouais. Donc, première chose qu'il va demander, c'est est-ce que la personne est propriétaire de sa résidence principale? Donc, le profil type du banquier, c'est de se dire, je veux quelqu'un qui soit propriétaire de sa résidence principale, qui soit un endettement qui est évidemment de 33%, ouais. qui soit en termes de durée, donc la durée qui est validée dans toutes les banques, c'est 20 ans, et en termes de pourcentage de financement, c'est faire un financement, ce qu'on appelle à 100%, c'est-à-dire financer uniquement le prix du bien et tout ce qui est frais annexes, donc c'est-à-dire frais de dossier, frais de garantie et frais de notaire, ça c'est apporté par le client. Attention, là je suis en train de te parler du profil type impeccable. Profil type impeccable. Le banquier, ça c'est let's go, validation. Évidemment, en termes de contrat de travail, de rémunération, on tombe sur du CDI classique. Voilà. Ouais, CDI classique, pas de période d'essai, rien du tout. Enfin, plus de période d'essai en tout cas. Là, le soleil brille, le ciel est bleu, tout se passe bien. Ouais. C'est une validation qui est ultra classique. Il n'y a rien de particulier, validation automatique. Ok, tu m'as parlé de... il faut que l'idéal serait que le mec soit... ait déjà sa résidence principale. Il y a une raison particulière ou... En fait, le principe de l'investisseur, justement, c'est... il va se dire, écoute, moi, je suis en location, comme ça, je peux bouger aussi en fonction de mes projets. C'est-à-dire que si j'ai plus de projets, je peux aller dans un appartement plus petit. Donc, ça peut peser moins sur mes dépenses. Donc, indirectement, augmenter ma capacité d'endettement. Enfin, c'est la pensée un peu basique de l'investisseur lambda. Il se dit ça. Et au final, non. Alors, en fait, donc là, je ne cherche pas à justifier le choix des banques. Hein. Tu sais, il y a des conditions qui sont mises là depuis plusieurs années qui peuvent paraître rationnelles ou pas. Mais en tout cas, eux considèrent que le premier investissement que tu dois faire, c'est pour te loger, c'est pour ta famille et toi. Ouais. Et que l'investissement qui est locatif est une plus-value. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit en tout cas intervenir après la résidence principale, dans le sens où c'est pas la première nécessité pour le ménage français. Donc le banquier va considérer que tu dois toujours commencer par ta résidence principale et ensuite aller sur du locatif. Malheureusement, c'est pas du tout ce que pensent la plupart des ménages. Oui. Et voilà, on le sait. Après, il y a plein de raisons qui rentrent en compte. Et ça, c'est plutôt ta partie et ton job. Mais en tout cas, voilà, bêtement et méchamment, le banquier va te dire ce sont les premières conditions. Mais nous, on va voir qu'on peut fonctionner autrement et il y a d'autres choses qui sont possibles. Ok. Donc, du coup, je résume. Il faut le mieux étant un CDI, le mieux étant d'être propriétaire de sa résidence principale.
Donc déjà, juste petite question comme ça, banquier vs courtier. Moi, je sais que j'irai voir mon courtier parce que bah, ça va me permettre de déjà me délester complètement de cette partie-là. Moyennant quand même certains documents, ça peut être un peu lourd, mais au moins c'est fait. Et tu peux aller négocier dans plusieurs banques, dont notamment ma banque. Donc, tu peux m'expliquer, c'est important de le dire ça, si il serait préférable de ne même pas aller voir sa banque, mais d'aller voir directement un courtier. Exactement. En fait, au sein du courtage, donc c'est la même chose pour tous les courtiers, il existe une règle qui s'appelle la règle de non-concurrence. C'est-à-dire que si une banque a fait une offre à un client, elle ne refera pas une deuxième offre 2 jours plus tard par le biais d'un courtier. Il est logique que si tu négocies quelque chose avec ta banque, il est illogique que derrière, elle renégocie avec le courtier pour pouvoir, pourquoi pas, revenir avec des conditions plus favorables par le biais du courtier. C'est complètement ridicule pour la banque. Donc une fois qu'elle se positionne pour chaque client définitivement. Quand je dis définitivement, c'est au moment de la préposition, une seule fois. Après, évidemment, tu peux aller faire des simulations dans ta banque, mais en tout cas, quand tu présentes un projet, c'est un seul projet pour une seule banque. Ok. Ce qui est important de dire également, c'est que enfin, à mon sens, hein, le banquier, c'est pas son métier principal de faire du crédit, à part juste pour garder ses clients. Complètement. En fait, la problématique qu'ont certaines... Alors après, on ne peut pas faire de cas général parce que tu peux tomber sur le bon banquier qui est au taquet, qui est là depuis plusieurs années et tu vois, qui est rodé et qui connaît un petit peu toutes les ficelles, comment est-ce qu'on présente un dossier. Donc, chaque cas est différent, tu vois. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au général, malheureusement, en agence, ils ont beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Il y a les comptes courants, tu as bloqué ta carte, tu es à l'international, il faut rappeler. Il y a le banquier, tu vois, il y a toujours le regarde bien quand tu vas en agence, Oui. les dépôts de chèques, etc. Ils ont tellement de choses qu'à gérer que le prêt immobilier fait partie et une partie de leur job, de leur boulot. La différence concrète, c'est que le courtier ne fait que ça. Que du crédit. On ne fait que du crédit, du prêt immobilier. Donc c'est aussi logique qu'on soit spécialisé là-dedans et qu'on connaisse les plus, les moins, comment bien présenter un dossier, comment monter un dossier. Forcément, en termes de compétences techniques, on a beaucoup plus de facilité. On travaille avec plein d'interlocuteurs différents. On connaît les manières de penser de chacune des banques. Donc, on a une facilité, évidemment, à présenter un projet par rapport à un conseiller classique en agence bancaire qui a beaucoup à faire. Voilà. Ok. Charlie, si moi je suis investisseur, je viens de voir, qu'est-ce qu'il faut que je te donne comme document? Ouais. Et on a parlé tout à l'heure rapidement de relevé de banque, etc. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas voir sur un relevé de banque, par exemple? Je sais qu'il faut avoir quand même une situation un peu clean. Donc, les petits tips comme ça, juste en présentant le dossier, je présente mon dossier en tant qu'investisseur. Qu'est-ce que tu souhaiterais voir toi en tant que courtier? Alors, conseil numéro 1, si tu allé te faire un week-end avec ta copine à Deauville et tu t'es fait plaisir, tu es allé jouer au casino, je ne veux surtout pas que tu aies fait ça juste avant de faire ton emprunt immobilier. Il est évident que sur les comptes bancaires, voilà, on va pas éplucher à la dépense près ce que tu as fait. Si tu es allé au prise unique ou peu importe, il est quand même important sur ces relevés de compte déjà d'avoir des relevés de compte au positif. Voilà. On peut être en découvert, mais il faut que ce soit un découvert autorisé. Ouais. Voilà. Après, il y a pas de, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de règle type, mais voilà, des clients qui ont des commissions d'intervention ou un chèque impayé, forcément, ça fait mauvais genre quand on présente le dossier. Donc, pas de casino, j'imagine que les retraits aux distributeurs, un peu récurrents, c'est bizarre aussi, hein. Les retraits aux distributeurs, alors, tu peux retirer aux distributeurs. Après, il est évident que pareil, il y a quand même... là, on parle des retraits d'argent, mais par exemple, certaines transactions
évidemment, venus de l'étranger, voilà, ce genre de choses, il faut rester dans les clous. C'est-à-dire que je ne pourrais pas la donner une règle précise. Il n'y a pas de règle, mais c'est un peu comme bien se tenir à table, quoi. Il y a une tenue des comptes, on va dire, à avoir. Tu te places du point de vue du banquier. Il veut que la personne qu'il va aller financer, derrière, voilà, il y a une relation avec son client où le banquier, évidemment, lui, si on se place du point de vue du banquier, il cherche évidemment à financer des clients, mais derrière, il cherche aussi à récupérer des clients qui, tous les jours, voilà, payent leur carte bleue, sont solvables. Voilà. Bon, après, encore une fois, il n'y a pas de règles définies. Là, je t'ai donné trois exemples trucs, un peu drôles avec le casino. Ouais. Mais voilà, il faut qu'en tout cas, ta tenue des comptes soit bien gérée au global. Ok, donc tenue des comptes, on va dire qu'elle est bien. Je tiens bien mes comptes. Donc, si je suis salarié, mes 3 derniers bulletins de salaire, j'imagine. Tes 3 derniers bulletins de salaire. Dernier avis d'imposition. Tes 2 derniers avis Les 2 derniers. d'imposition. Voilà, si on peut demander aussi le bulletin de salaire de décembre également de l'année précédente. Ouais, pour voir. Il y a une particularité. Ah oui, s'il n'y a jamais des primes, des choses comme ça. Voilà, s'il y a eu des primes, tu sais, après, ça dépend des jobs, mais même quand tu es en CDI, il peut y avoir des avantages, tu vois, dans les grosses boîtes. Donc, tout ça, on peut le calculer à partir des bulletins de salaire. Donc, voilà, sur les revenus, c'est bulletin de salaire, avis d'imposition. Après, tu as tous les documents évidemment classiques administratifs qui sont la pièce d'identité. Oui, basique. Voilà, le basique. Et après, si ce qui est lié au projet. Oui, j'imagine après ton avis d'imposition, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu m'as demandé? Donc après. Je suis en train de chercher en même temps. Ça fait aussi que c'est un peu épais. Ouais. Les mémoires. Bah, c'est sûr que forcément, là, dans le CDI classique, le dossier est assez simple. Après, oui, il est simple. Voilà, il faut tout ce qui se rapporte au projet, hein, le compromis, Oui, il y a le compromis, oui, c'est ça, le compromis, les devis. Devis de travaux aussi, si tu fais effectivement des travaux. Voilà, après, il faut pouvoir aussi justifier de l'apport que tu mets. Donc ça aussi, il faut que ce soit présent sur tes relevés de compte. Voilà. Ok, l'apport, on va en parler justement. Donc l'apport idéal de tout à l'heure, c'était les frais de notaire à minima. Et puis il y avait quoi d'autre? Tu m'as dit quoi? Donc frais de notaire, frais de garantie. Ouais. Donc la garantie, c'est le nom que je t'ai donné là tout à l'heure qui s'appelle caution crédit logement. Caution crédit logement. L'organisme de garantie permet de valider un crédit. Les organismes bancaires préfèrent toujours qu'on mette ces frais de garantie là sur la table. Il est évidemment clair que si un jour, dans le pire des scénarios possibles, tu n'es pas solvable, la banque récupérera toujours l'argent de l'appartement qui est financé, mais elle ne récupère pas tout ce qui est frais annexes. Voilà. Ouais, complètement. D'accord. Ok. Donc, tu préconises, toi, quand même, avoir cet apport-là. C'est évidemment ma préconisation dans le sens où, alors attention, si je me place toujours du point de vue du banquier pour avoir un dossier parfait. Après, sur de l'investissement locatif, c'est une autre histoire et il peut être intéressant, en tout cas là, d'un point de vue du client, pour le coup, de faire financer ces frais annexes-là. C'est ce qu'on appelle un financement à 110%. D'accord, bah justement, on va en parler. Donc, j'ai trouvé un bien qui m'intéressait. Je t'ai fait un petit tableau de rentabilité, histoire que tu te rendes compte des futurs loyers. Donc, j'imagine que je te mets 2 estimations d'agences immobilières qui vont me certifier que oui, je peux louer à tel prix sur l'appartement que j'ai acheté. Je peux louer, je sais pas, on va dire 800 € par mois pour un petit 2 pièces. Donc, les estimations, c'est important. Les devis de travaux. Est-ce que, donc là, on parle souvent du meublé. Nous, c'est plutôt spécialisé LMNP. Le financement des meubles, c'est un gros débat. Alors, le financement du mobilier, c'est quelque chose qui peut se faire, encore une fois, qui peut se faire, mais qui n'est pas d'usage. Donc là, tu vas me dire, oui, mais comment on sait si on se fait financer le mobilier ou on ne se fait pas financer le mobilier? Bah, ça dépend du profil du client. Évidemment que si tu es propriétaire, tu as RP, si tu as un taux d'endettement qui est convenable, si tu as une durée du crédit qui n'est pas forcément 25 ans, que peu de banques peuvent faire, mais que tu es plutôt sur 20, bah voilà, dans ces cas-là, tu peux potentiellement te faire financer le meublé. Le problème, c'est que tu ne peux pas tout avoir. La durée,
l'endettement. La durée, Voilà. le taux, les meubles, les frais. Il faut faire des choix et c'est pour ça que, tu vois, quand tu te lances, avant de se lancer tête baissée, il faut bien étudier le projet, poser les cartes sur la table et se dire, bon, bah voilà, moi, c'est ça mes points positifs sur mon dossier. Voilà ce que moi j'ai, voilà ce que moi je peux proposer à la banque. Et puis après, moi, je te dirais, ben voilà ce qu'on pourrait obtenir. Ou alors, parfois, je vais te laisser le choix. Je vais te dire, bah voilà, qu'est-ce que tu veux? Tu veux plutôt avoir une durée qui est plus ou moins longue, mais après, tu vas remettre tant d'apport. Ou voilà, c'est un choix à faire où on va décider ensemble. Et puis après, à ce moment-là, une fois que tu es décidé, Ouais. là, tu te lances sur le marché et tu sais, tu es réactif, tu sais quoi viser et quoi faire. Ok, donc là on a vu côté client. Maintenant je bascule de l'autre côté Artemis. Donc une fois que t'as mon dossier qui est complet, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'ai rassemblé avec toi le dossier. Très important qu'il soit complet. T'envoies le dossier en banque. Alors après, ça dépend de la période. Tu vois, là, la période de Noël, c'était un peu le feu. Beaucoup moins de banquiers disponibles. Donc, les temps de validation des dossiers étaient plus longs. Mhm. Mais voilà, il faut compter une dizaine de jours pour que ton dossier soit validé. Donc, Tu l'envoies à qui? Quand tu as mon dossier, tu dis tiens, je pense plus à cette personne-là parce que avec son profil, ça correspond mieux. bien Ou est-ce sûr. que tu balances à X banque de manière random? Donc, c'est ça également le propre j'ai envie de te dire, d'un bon courtier, c'est qu'il est ridicule d'envoyer les dossiers dans toutes les banques. Tu sais très bien par rapport au profil du client qu'il y a que quelques banques qui sont bien placées et bien positionnées. C'est à ces banques-là que tu vas t'adresser, c'est avec elles que tu vas négocier. L'objectif également, quand tu reviens vers ton client, c'est justement pas de lui dire bah voilà tout ce qui se fait sur le marché, mais plutôt voilà ce que moi j'ai sélectionné pour vous, voilà le montage que j'ai fait pour vous, et voilà la banque qui pour moi est la mieux placée pour notre projet. Voilà. Ok, on parle souvent du taux. Alors les gens ont que ça, à la bouche, le taux, le taux, le taux. Ouais. Moi, enfin, en tant qu'investisseur, j'ai plus une problématique de dire bon, déjà, est-ce que je vais me faire financer, oui ou non? Le taux, j'ai l'impression, c'est un peu, enfin, à mon sens, c'est un peu accessoire que tu empruntes à 1% ou 1,20 ou 1,30. Au final, au niveau des mensualités, il y a pas un delta qui est énorme. En tant qu'investisseur, moi, personnellement, je préférerais qu'on m'allonge la durée du crédit parce que du coup, ça me permettrait potentiellement de faire du cash flow positif. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. On parle de cash flow. Euh, Il y a une légende qui dit que quand je t'amène mon estimation à 800 euros pour la location de mon appartement, tu prendrais en considération que 70%. Ouais. C'est vrai ou pas? Alors écoute, cette fameuse légende, Loïc, il faut que je te réponde maintenant. Ce n'est pas une légende, C'est la vérité. c'est la vérité. Et pourquoi Exactement. 70%? Parce qu'au final, Alors, prendre 65, Ouais. 75? écoute, déjà, pourquoi est-ce qu'on prend pas 100%? Tu peux me dire, mais attends, je comprends pas, moi. Bon, la Tous les vacance mois, locative, ça, ok. la vacance locative, le loyer potentiellement impayé, voilà, ces facteurs-là font que le banquier veut pas prendre 100%. Après, ça peut aller. Alors, moi, je te dis 70%, c'est une moyenne sur le marché. Tu as des banques qui peuvent prendre 80%, par exemple, de ce montant-là. Ouais. Mais en tout cas, elles ne prennent jamais la totalité des revenus fonciers. J'ai pas d'explication à te dire pourquoi ce chiffre-là plutôt qu'un autre, mais en tout cas, ça tourne entre 70 et 80%. C'est le montant qu'on prend pour les revenus fonciers qu'on additionne du coup à tes revenus classiques. Ok, donc oui, donc ça c'est important de le dire. C'est-à-dire que à chaque investissement, en fait, l'investissement 1 va plugger sur l'investissement 2, etc., etc. C'est-à-dire que dans une stratégie, si je veux être un serial investisseur, ça veut dire que les premiers investissements, je vais devoir faire très attention et plutôt dégager un cash flow positif. Enfin, si mon ambition, c'est d'avoir 15-20 appartements, enfin, on ne sait jamais, Ouais. ça va être de faire très attention sur les premiers et notamment aller vers des rentabilités à plus de 6% sur les premiers investissements qui vont pas pénaliser votre capacité d'endettement sur le deuxième, troisième, etc., etc.
L'objectif, c'est de pas se planter sur le premier. Voilà. Quand tu commences à faire le bon montage dès le début, tu sais que derrière, tu vas pouvoir enchaîner et appliquer à chaque fois le même modèle. La problématique, c'est que si tu t'es focus, par exemple, tu me parlais des taux d'intérêt là tout à l'heure, et que tu as voulu des taux d'intérêt incroyables, on va te faire un montage qui fait en sorte que tu as d'excellents taux d'intérêt, mais peut-être que du coup, ton taux d'endettement sera élevé et que derrière, tu pourras plus faire les mêmes investissements. Donc, j'ai même envie de te dire que le premier investissement est le plus important, c'est celui qui va conditionner tous les autres. Ok, t'as des petits tips, des petits montages particuliers que tu peux proposer à tes clients? Alors, évidemment, hein, là, tu parlais d'allonger la durée du crédit. Je pense que la première démarche, c'est que plus la durée est longue, moins évidemment tes mensualités sont fortes et plus tu vas te rapprocher des revenus fonciers que tu vas toucher. Donc, l'objectif, c'est toujours d'allonger la durée. Après, avoir en termes d'apport ce que tu peux amener sur le projet, peut-être pourquoi pas dans le montage, commencer dès le début à prévoir les 1, 2, 3 premiers investissements que tu veux faire pour déjà commencer à dispatcher ton apport équitablement suivant les projets pour que tu puisses prévoir dans les prochaines années, avoir un plan déjà en tête. Voilà. Mais je pense que la première des choses qui est essentielle, c'est évidemment l'allongement de la durée du crédit. Après, encore une fois, tout dépend de qui tu es. Qui tu du es. profil type, Est-ce que t'as quel âge Voilà. T'as 30 ans, tu commences tes investissements, ou est-ce que t'as plutôt 55 ans, c'est pas le même type d'investissement que tu recherches. Il faut faire attention aussi au coût de l'assurance, tu vois, par exemple. Donc tout ça, je pense qu'il faut adapter vraiment le plan de financement en fonction du projet et des caractéristiques de la personne qu'emprunte, quoi. Voilà. Ouais, justement, d'ailleurs, un profil assez intéressant quand tu as plus de 50 ans. Donc, au niveau de l'obtention de crédit, tu dois faire des petites visites médicales, des choses comme ça. À partir de quel âge, d'ailleurs, ça commence, ça? Alors, donc, sur les investissements déjà locatifs, généralement, quand tu empruntes un montant qui est faible, plus tu empruntes un montant qui est important, plus forcément l'assurance va faire des vérifications. C'est-à-dire aller passer check-up médical, prise de sang, etc. Donc, généralement, si tu fais un investissement sur du locatif avec un montant qui est compris entre, en tout cas en dessous de 200 000 euros, tu as de faibles chances de passer tu rempliras juste un questionnaire médical et ce sera une validation automatique. Après, encore une fois, tout dépend. Il y a un âge charnière qui, à partir de, je sais pas, 40 ans, j'en sais rien. Alors, je te dis automatiquement, tu t'alignes, on va dire, tu as un projet qui va durer 20 ans, ça l'amène à 60 ans, peut-être, je sais pas. Enfin, normalement, ça devrait aller, mais bon. Déjà, en termes de durée, il faut savoir que ça, il faut se le mettre en tête. La fin, au-delà en tout cas de 75 ans, à la fin de la durée du prêt, il faut savoir que ça va t'impacter sur les assurances. C'est possible d'être assuré, mais il est logique que l'assurance va te coûter plus cher. Donc voilà, il faut faire attention à être, en tout cas a priori, à moins de 75 ans pour avoir des coûts d'assurance qui sont raisonnables. L'assurance a été aussi un gros débat. Avant, l'assurance, on était un peu obligé de la prendre dans la même banque. Maintenant, on peut résilier très facilement et prendre l'assurance dans une autre banque ou un autre groupe, etc. Tu peux nous en parler un petit peu? Donc, je te confirme, il existe sur le marché ce qu'on appelle des assurances déléguées. C'est-à-dire que tu vas chercher l'assureur autre part que chez ton banquier. La particularité de l'assurance déléguée, c'est qu'elle va personnaliser le risque. Donc, suivant les caractéristiques que tu vas avoir, est-ce que tu es cadre, ta taille, ton poids, tu es fumeur, pas fumeur, voilà, on va te trouver une assurance qui correspond à ton profil, là où l'assurance de la banque, elle va mutualiser le risque, c'est-à-dire que elle va donner une grille d'âge avec un taux qui correspond à cette grille d'âge. Encore une fois, il n'y a pas de meilleure assurance. Est-ce que c'est la délégation ou l'assurance de la banque?
parfois, l'assurance de la banque peut être tout aussi bien positionnée que la délégation d'assurance. Oui, parce que j'imagine que du coup, les assurances de la banque, quelque chose qui est un peu plus classique, ils ont dû s'aligner naturellement avec l'assurance déléguée ou en tout cas essayer d'être un peu plus compétitifs. Évidemment, il y a une tendance globale en ce moment sur le marché qui est hyper transparent, qui fait que plusieurs banques ont réduit leurs conditions et maintenant peuvent proposer des assurances qui sont attractives. La contrepartie du crédit, on dit souvent que ok, je suis d'accord, je te donne un crédit, en revanche, mets-moi tous tes comptes chez moi, à la banque en question. C'est une légende, c'est une bonne pratique, il faut jouer le jeu, pas jouer le jeu. Alors, donc c'est toujours pareil, rien n'est imposé par la banque, mais à la base, quand elle va te proposer son crédit, évidemment, elle te propose également de domicilier tes revenus chez elle. Il faut savoir, et notamment là je parle pour les investisseurs et ceux et celles qui veulent faire plusieurs investissements, Oui. Il est logique que quand tu empruntes et que tu passes par la même banque, si jamais tes revenus ne sont pas domiciliés là-bas, il y a quand même peu de chances qu'elle te fasse à chaque fois des conditions en tout cas attractives et des montages qui vont bien si jamais tu n'es pas client chez elle. Donc, en gros, si je comprends, tu as quand même une possibilité d'être un peu nomade bancaire, quoi. C'est-à-dire que tu vas de la caisse d'épargne à la BNP, au Crédit Agricole, au fur et à mesure de tes projets. Encore une fois, tu peux le faire. C'est quelque chose, il y a en tout cas le possible. Oui, tu peux le faire. Par contre, moi, ce que je conseille, c'est que quand tu veux faire de l'investissement, le but du jeu étant que plus tu fais des investissements, plus ça va être compliqué parce que c'est normal, l'endettement va augmenter, etc. Donc l'objectif, c'est plutôt de prévoir le futur et parfois de se dire, ok, moi dans telle banque, peut-être je vais avoir par exemple un taux d'intérêt qui va être meilleur, mais peut-être qu'elle va pas me suivre sur le prochain projet. Donc l'objectif, c'est aussi de planifier à long terme et de se dire, ok, peut-être mieux vaut rester dans la même banque et pouvoir contracter plusieurs crédits. Parce que c'est normal, tu as un scoring qui est bon, tu as ce qu'on appelle en tout cas une relation avec ton banquier qui est bonne dans le sens où c'est normal. Eux, le banquier en face, ils ont des objectifs qui doivent être réalisés. Mmh. Donc, si jamais tu as une relation qui est bonne avec le banquier, il va pouvoir te suivre sur plusieurs projets. Alors que peut-être que si tu es trop nomade, la banque va te dire, écoutez, moi, je ne peux plus vous suivre parce que c'est normal. Vous avez des crédits un petit peu partout. J'ai un suivi qui est moins bon du client parce que forcément, je vois les 3 derniers relevés de compte, mais j'ai pas un état global de la situation. Oui, j'ai l'impression d'avoir une vie un peu cachée, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ok, bon, je pense qu'on a vu grosso modo tout. On ne pourra pas répondre malheureusement à toutes les questions. Ça me semble très compliqué. Donc, Charlie Gostin, est-ce que tu peux nous redire où tu travailles, à quelle adresse, si tu veux donner un mail, si tu veux donner un Insta, un LinkedIn, ce que tu veux, si on veut te contacter? Alors, donc si on veut me contacter, le mieux de toute façon, c'est de m'envoyer un mail à charlie avec un y.gostin, GOSTIN, @artemiscourtage.com. Voilà. Et moi, je suis situé donc à République. Les locaux sont à République, tout près de la place Jean-Pierre Timbaud. Donc voilà, où il y a des restaurants super sympas. Et d'ailleurs, j'espère qu'on va aller se manger un petit bout juste après. Ok, merci Charlie pour toutes ces précieuses informations. Du coup, à très bientôt. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir de te recevoir, Loïc. Merci. Ciao. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas à parler de Club Deal autour de vous et à commenter et me laisser une note 5 étoiles. Ça m'encourage énormément et me permet de remonter dans les classements iTunes. Si vous avez des questions, des remarques et des idées de sujets auxquels vous aimeriez participer, vous pouvez m'envoyer un message via Instagram, Loïc-OD, AUDET. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine d'opportunités rentables et à bientôt sur Club Deal.